Merci Jean-François. Avec plaisir. Et bonjour, et bien voilà, vous aurez reconnu Illusion de Pierre Absat. Et je suis ici chez Jean-François Maljean. Jean-François, merci de m'accueillir dans ton nouveau studio. Ça me fait plaisir, tu l'inaugures, le piano est arrivé ce matin. C'est fantastique. Alors Jean-François Maljean a accompagné Pierre Absat pendant 10-15 ans. Oui, à peu près tout confondu parce qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu une période au début vraiment où Absat jouait sur scène, on a vraiment commencé à travailler avec lui. Puis je suis parti un an étudier au Berklee College of Music, prestigieux de Boston. Et quand je suis revenu, peu de temps après, il m'a réintégré au groupe. Et là, ça a été encore une plus longue période. Donc tout se passe en fait, j'ai envie de dire, entre le début des années 70, ne faites pas de calcul pour connaître mon grand âge, et 84. Parce que 84, là, c'est la période... explosive, hein. Ou pas explosive, où j'arrête avec Absat parce que j'ai du mal à continuer à mener les deux, quoi. J'ai commencé à faire Maljean et Willem, et bon, ça prenait beaucoup de temps, j'investissais beaucoup, donc voilà, là... Je me consacre entièrement à Maljean et Willem, mais on reste bien sûr en relation, quoi. Voilà, alors 30 ans plus tard, maintenant, ouais. Tu joues Pierre Absat sur un album qui s'appelle Entre rêve et illusion, hein, c'est mon nouvel album, dernier sorti en avril de cette année. Pour faire cet album, quel a été ton plus grand défi? Ça reste un chanteur quand même assez rock, qui avait... il pouvait chanter des ballades très... comme par exemple Judy, ce qu'il avait fait à l'Eurovision, il pouvait chanter de très belles ballades, mais il y a des trucs qui déménageaient aussi. Illusion, ça déménage bien, quoi. Donc comment rendre ça au piano, qui est quand même un instrument, en tout cas moi, le style de piano que je fais, c'est quand même assez soft, donc ne pas trahir Absat. Et alors, c'est en travaillant aussi avec les producteurs de l'album Team for Action, que je salue au passage, qu'on a trouvé un peu la recette, c'est de prendre le contre-pied, en fait, d'aller vers un côté un peu soft, un peu new age. Et beaucoup de gens me disent qu'ils écoutent mon album en roulant en voiture, que ça les relaxe, quoi. Or, Absat n'était pas spécialement un chanteur relaxant, quoi. Hein, donc, non, comme tu dis, il y avait les deux côtés. On allait le voir pour la pêche plutôt, hein, donc en concert en tout cas. Donc voilà, j'espère que de là-haut il aime bien. Mais il me connaissait, il aimait bien mon côté un peu classique, un peu, je pense, donc il doit apprécier. Comme ça, tout un album, en retravaillant ces morceaux, est-ce que ça t'a replongé dans une certaine nostalgie, un certain état d'esprit? Alors, je dois être honnête, ça m'a replongé dans une certaine nostalgie. C'est pas un album qui a été tellement facile à faire parce que, comme tous les artistes, nous sommes des cycliques. Hein, et en plus, c'est vrai que ça réveillait des souvenirs, oui, sûrement. Et que je me suis pris au jeu, donc je me suis dit, je veux que ce soit vraiment bien. Je ne l'ai pas laissé passer quand je n'étais pas content. Par exemple, je me souviens, Les rêves sont en nous, j'ai mis une semaine à l'enregistrer. Il y en a qui vont me dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il fout? Ben oui, mais non, mais j'étais pas content d'une note, j'étais pas... voilà, je suis peut-être un lent aussi. Donc, oui, c'était... j'en ai même rêvé de Absat certaines nuits en faisant l'album. Oui, et le même rêve, c'est toujours que je vais monter sur scène et que je ne suis pas prêt. Hein, c'est marrant, ça revient. Des vieux souvenirs? Oui, que je ne suis pas prêt. Je me réveille, oulala, ouf. Oui, c'était une très chouette période, mais c'était quelqu'un aussi d'exigeant. Donc, c'est ce qui est très bien, parce qu'il ne laissait pas faire les choses, c'était pas du n'importe quoi. Et je pense qu'il a été derrière moi quand j'ai fait cet album-là. Ouais. Alors justement, en parlant de souvenirs, Jean-François, quand tu refais cet album, on sait tous que la musique est un puissant vecteur émotionnel. C'est pas toi qui diras le contraire. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un ancrage. Et en fait, un simple son, deux notes peuvent tout à coup te changer d'état émotionnel comme ça. Hop, complètement, oui, tu as parce que ça peut te replonger dans une situation où tu écoutais par exemple cette musique et quelque chose s'est produit. Est-ce qu'il y a eu des parties musicales qui t'ont comme ça fait changer d'état émotionnel rien que par le fait de les rejouer? Oui, bien sûr, tous les gimmicks me sont revenus, je le voyais retravailler avec moi en studio. Émotionnellement, c'est des choses fortes, quoi. C'est certain, oui. Et je pense que les gens qui viennent me voir, j'ai fait un concert samedi soir, on a chanté Les rêves sont en nous, et c'est fort. Il a fait une musique très fédératrice, quoi. C'est dommage qu'il ne soit pas connu plus loin, qu'il n'ait pas été connu dans d'autres pays, parce qu'il le méritait. Il y avait énormément de talent. Mais là, l'album va sortir en Chine, donc on ne sait jamais.
C'est vrai? Oui, oui, oui. Excellent. Il sort en Chine en décembre. Bah oui, je joue beaucoup. Ils aiment beaucoup les mélodies, donc One Never Knows. Hein, il y a la chanson en français, donc les Chinois aiment beaucoup ça. Donc on va peut-être conquérir la plus grande puissance économique. Ce serait bien ça, mais je ne sais pas. C'est une boutade parce que c'est pas toujours facile. Ah, ça ne serait pas la première fois que tu pars à la conquête de la Chine. Hein. Je veux dire, si je me souviens bien, tu étais numéro 1, je pense. Bah, j'écoute, j'ai fait un album où mais là je reprenais, c'est le même genre d'album. Je reprends les chansons d'une chanteuse chinoise très connue qui s'appelle Shang Wenjie. Laure Shang, c'est son nom français. Et bon, bah, l'album a été, oui, numéro 1 des ventes. On ne vend plus des disques comme avant, mais des ventes musique instrumentale, musique classique. Oui, mais là, elle est bien vivante et c'est une star là-bas. Voilà. Dans les Krapsat, j'ai dû expliquer un petit peu à la firme de disques qui c'était, mais ça les intéresse. Est-ce que quand tu as entrepris l'idée de faire cet album, tu t'es dit je vais la jouer à la Maljean, à ma manière? Ou est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit je vais la jouer le plus fidèlement, même si c'est fidèle, hein, mais parfois tu pars parfois un peu en jazz, tu travailles les harmonies. Quelle a été ta position là-dessus avant d'enregistrer? Bah, j'ai vraiment essayé de le jouer quand même à ma manière, parce que je me suis dit que c'était le moyen d'être le plus sincère. Ouais. Et de toute façon, faire du Rapsat, le copier, il était unique aussi, donc c'est impossible. Même essayer de donner l'énergie qu'il donnait au piano, je crois que c'est pas facile. Il y a des groupes de covers qui font ça très bien. Je vais les voir, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis, et je trouve que c'est vachement bien. Je ne saurais pas faire ça, je ne pourrais pas le faire. Donc, ce que j'ai essayé, moi, c'est de mettre ma patte. Et ce que tu me dis, plusieurs gens m'ont dit aussi, il n'y a que lui qui pouvait faire ça comme ça. Je pense qu'il y avait l'amitié qui jouait aussi. J'ai mon style, on dit parfois que j'ai un style un peu New Age, c'est pas un style terriblement technique, bon, je ne sais pas d'eau façon, non, je joue beaucoup sur la nuance, sur les nuances, et j'essaie sur le toucher aussi, j'essaie de jouer là-dessus. Bah, la technique, elle est là, mais bon, je n'ai pas la technique de Lang Lang, qui est la star chinoise actuelle, ou de grands pianistes classiques qui font le Reine Elisabeth. Moi, je suis époustouflé par ça. Mais c'est pas ça mon but non plus. Je peux aller voir un pianiste qui fait ça. Donc voilà, j'ai essayé de... Je me souviens un morceau qui s'appelle Brasero. Oui. J'essayais de le rapsater un peu, de le jouer plus rock. Et puis avec les producteurs et Christian Martin qui a coproduit avec moi, il m'a dit mais non, joue-le à ta manière, celui-là. Justement, je pense que c'est ça qui fait. Passager de la nuit, c'est très très soft aussi, ça peut être New Age, c'est ça qui fait que les gens me disent on l'écoute dans la voiture pour se relaxer, quoi. Hein. Donc moi je pense que je l'ai fait dans mon style, et ce qui me fait plaisir c'est que les fans ont adhéré, quoi. Bon, peut-être qu'il y en a qui se disent c'est pas assez rock, mais voilà, c'est la musique de Pierre. Ceux qui connaissent la musique savent que... Voilà, je l'ai fait comme ça. Et j'aime beaucoup. Je suis en train de... Parfois, je me dis que je referais bien un album de cover, c'est un grand mot, de reprise, quoi. Mais alors, vraiment des choses que j'aime beaucoup. Par exemple, il y a des morceaux de Coldplay, il y a des morceaux de Paul Simon que j'aime bien. De les faire à ma manière. Et qui est Jean-François Maljean quand il n'est pas pianiste? Ben, il n'est pas grand-chose d'autre parce qu'il est... Il est humble, en tout cas. Oui, je crois que je ne me la pète pas, là. Je crois que... Ça, on me le dit depuis que je suis gamin. Je vous ai des copains qui me disaient tu n'as pas, ou on me disait tu n'as pas assez confiance en toi. C'est peut-être plutôt ça. C'est possible, ouais. Mais bon, moi je préfère ça aux grandes gueules, quoi. J'aime pas trop les gens qui s'amènent sur des plateaux TV qui... Je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus grand. C'est pas trop ma tasse de thé. Ce n'est pas de la fausse modestie non plus. Voilà, je suis comme ça. Je pense que je suis un bon musicien, je suis à ma place, mais je ne vais pas la péter, comme on dit au maître. Voilà. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Nous sommes des petites choses. Et les plus grands musiciens que j'ai rencontrés, en général, étaient comme ça. Il y a un type que j'aime beaucoup en Belgique qui s'appelle Jacques Stotzem, qui est un ami à moi. Autodidacte d'ailleurs. Oui, qui fait un petit peu extraordinaire, hein. La même genre de carrière que moi. Oui, c'est vrai. Et on est des grands amis. D'ailleurs, il joue avec moi dans l'album. Goodbye Monsieur Fender. Voilà, moi, dis donc, c'est une encyclopédie. Ah non, je l'ai écouté plusieurs fois. Voilà. Alors, au-delà de l'humilité, quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi, Jean-François? Donc voilà, oui, quand même te répondre, parce qu'il n'y a pas que le piano aussi, il n'y a pas que le piano qui... Mais enfin, il était très important. Il est très important, et depuis le début de
depuis le début de ma vie, pratiquement à 6 ans, mon père me met face à un piano, et à l'époque, on n'a pas la télé. On a eu la télé à 18 ans chez moi, donc il n'y a pas beaucoup de moyens de se distraire autrement. Il y avait, donc j'allais au scout aussi, ça c'est important, parce qu'une de mes valeurs, c'est quand même la nature, le sport, l'exercice physique. Aujourd'hui, j'étais nager à midi, il faut parfois un peu d'effort, mais j'essaie de me maintenir, donc ça c'est important. Et j'ai du plaisir à le faire, je vais courir de temps en temps ici autour du lac, puisque on est à Genneval. Ça j'ai toujours eu, c'est une valeur importante pour moi. L'honnêteté aussi, quand on me traite de dégueulasse, c'est déjà arrivé, ça me fait mal dans le fond de moi-même, ou de malhonnête, parce que c'est vraiment quelque chose que j'essaye de maintenir, d'être honnête, d'être droit dans mes bottes. Ça me met mal à l'aise si on me targue de ce qualificatif. Les valeurs, la famille, hein, très important pour moi. J'ai une femme que j'adore et qui d'ailleurs m'a aidé à monter ce studio, parce que moi je suis incapable de faire quoi que ce soit de mes 2 mains par jouer du piano. J'ai 2 filles, assez paradoxalement une de 24 ans et une de 6 ans que j'adore, donc la famille est quand même très importante pour moi. Voilà, les valeurs, les gens aussi, très important, le rapport avec les gens. Je voyage beaucoup avec mon métier, surtout en Asie. Et souvent les gens me demandent est-ce que tu as été voir ci et ça et ça? Bon, je dis oui, j'ai vu la Grande Muraille, mais peut-être 10 ans après avoir été en Chine. C'est pas ça qui m'intéresse d'abord, c'est de voir les gens, de discuter, parler avec eux, aller dans les minorités, aller jusqu'aux confins du Tibet, aller dans les minorités, dans les villages. Et je me suis mis à apprendre le chinois, que je parle très très mal, mais au moins je peux dire comment ça va, vous avez des enfants, etc. Voilà, ça c'est important pour moi, ce sont des valeurs importantes. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu disais, bon, j'ai peut-être pas trop confiance en moi, mais tu as fait une carrière d'artiste. Tu as fait de la scène. On va reparler après de ton voyage en Asie. Tu as carrément pris ton sac à dos, littéralement. Ouais. Je veux dire, il faut quand même avoir un minimum de confiance en soi pour entreprendre ce périple. Je pense que les artistes sont des nous sommes des mélanges, hein. On n'est pas fait d'un bloc, en fait, c'est ça. On a ses failles, on a ses forces. Je crois que mes failles sont aussi profondes que mes moments forts. Je crois que c'est ça qui fait un artiste. Je ne me démarque pas du tout de quelqu'un qui a un métier dit normal. Je ne veux pas dire que que c'est un métier anormal d'être artiste. Mais bon, voilà, je pourrais pu être professeur ou pharmacien, médecin, comme mes parents, bien que les médecins soient des gens qui ont aussi beaucoup des hauts, des bas, c'est des artistes dans leur style. Mais voilà, avoir une humeur plus stable, dirons-nous. Mais un artiste il y a des cas extrêmes, des artistes qui se suicident ou qui prennent de la drogue, etc. Mais qui ont vraiment, donc l'artiste passe par des extrêmes. Donc c'est vrai, non, je peux être dans ma coquille à un moment. Je ne vais pas faire des grandes révélations, mais à un moment où je n'osais plus prendre l'avion, par exemple. Je peux être oui, je sais que tu fais du coaching, donc ça peut intéresser des gens. Et quand j'en parle, je me dis, mais enfin, c'est pas possible, toi. Mais oui, non, il y a des périodes dans ma vie où je n'osais pas monter sur scène quand j'étais gamin. Voilà. Et je crois que la musique, je l'ai faite aussi pour me prouver que je pouvais le faire. C'était une manière aussi... J'étais très timide, en fait. J'étais assez timide. Et quand je jouais avec Rhapsade, je me cachais un petit peu, je n'osais pas chanter. Donc, je crois que je me suis servi de la musique aussi pour aller le plus loin possible, pour me révéler à moi-même. Parfois, j'étais trop loin. Il m'est arrivé de jouer, une fois, je me rappelle, en Chine, il y a quelques années, je voulais jouer avec un orchestre. On m'a demandé de jouer avec un orchestre symphonique, et j'ai dit oui, je vais le faire. Je me suis planté. Aux répétitions, j'ai pas été plus loin. Mais c'était une bonne leçon pour moi. Hein? Donc parfois ça va trop loin. C'est peut-être une réaction, mais c'est vrai qu'il y a des... Il faut pas croire que quand tu vois quelqu'un sur scène, tu te dis waouh, qu'est-ce qu'il a confiance en lui. D'ailleurs, je parlais avec une pianiste après mon concert samedi, classique. Qu'est-ce que t'as? Mais sinon, j'ai le trac comme tout le monde. Je crois que c'est peut-être l'expérience qui m'a aidé, mais non, je doute aussi.
C'est moche de dire ça aux gens qui m'admirent, ils vont se dire, oh là là, lui aussi, mais tout le monde, je suis un être humain, quoi, c'est tout. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais quand tu doutes? Eh bien, j'essaie de rentrer. Bon, je me suis mis, il y a un moment, je peux le dire, je me suis mis à méditer. J'ai pas peur de le dire. Je rentre un peu en moi-même. Et pour moi, c'est un bon moyen justement de faire le point, d'éliminer tout autour de soi, de rentrer dans ma coquille, d'essayer de. J'ai fait vraiment de la vraie méditation. J'ai été, je dis, aux confins du Tibet. J'ai vu des gens qui méditaient énormément hein, dans des temples tibétains. Mais enfin bon, je ne fais pas me coucher, etc. C'est quelque chose de très, très soft. Mais ça si tu veux un moyen, oui, ça peut m'aider. Ou avant de monter sur scène, rentrer dans ma coquille, me dire, allez, t'es capable, you can do it, t'es capable de le faire. Ou penser à une seule chose, respirer. Tout simplement, c'est des petits trucs qu'on a, et voilà. Mais quand je doute, vraiment, bah, j'ai mon épouse aussi, hein, on a l'équipe hein, qui me dit hey, allez, t'as du talent, t'as des qualités, parce que parfois on hésite. Hein. J'ai mon manager en Chine qui est une jeune femme de 28 ans qui m'a pris un jour par la main, c'est le cas de le dire, mais enfin en tout bien, tout honneur, et qui m'a dit moi je crois en toi, hein, il faut. Elle travaillait dans une agence d'événements, enfin bref, elle m'a dit moi je vais être ton manager, je sais qu'on peut faire quelque chose ensemble, j'aime bien ce que tu fais. J'étais fort jeune, et puis depuis on a fait du chemin en Chine, et c'est important. Les gens qui viennent vers vous sont très importants. Parfois je l'appelle, et je dis oh là là, allez arrête, hein, tracasser, hein. Les Belges doivent être fiers de toi, elle me dit souvent. Je pense que c'est le cas. Bah, je crois, ouais, parce que bon, évidemment la musique de piano n'est pas aussi populaire que le hip-hop, ce n'est pas du tout une manière désabusée, j'écoute de tout, j'écoute du hip-hop, j'écoute de tout, c'est vrai. Mais bon, voilà, mais il y a un public, et moi j'en vis depuis longtemps, et pas trop mal, donc ça va, je me plains pas, il faut essayer d'être positif en tout cas. Hein, voilà. Bien sûr. Pourquoi il faut essayer? Bah, parce que avoir une attitude négative, moi je suis pas toujours quelqu'un, parce je sais que ton interview traite de ça, je suis pas tout le temps toujours quelqu'un qui voit la bouteille pleine. Hein. Le tout dans la vie c'est d'être heureux. Si la musique, si le succès ne te rend pas heureux, à quoi ça sert? Là je fais une digression, je ne sais pas, essayer, c'est ça, je suis parti sur le fait d'être. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que la notion de bonheur finalement, elle n'est pas nécessairement liée à ce qu'on fait. Mais pas du tout, pas du tout. Des gens ont du succès sans être heureux, voilà. D'autres... Et pour moi, la chose essentielle dans la vie, on vient faire un petit tour, 3 petits tours et puis s'en vont. Enfin bon, si on est croyant, si on ne l'est pas, on ne va pas parler de tout ça. On va parler de la vie proprement dite. Bah, il faut essayer quand même d'être heureux, on va essayer. Et je pense qu'au départ, j'ai étudié, je m'intéresse à ces choses-là. Je pense que l'homme est programmé plutôt pour être heureux. Mais... bon, bah, il faut parfois combattre certaines connexions qui ne se mettent pas bien dans le cerveau, et c'est à ça que ça sert. Parfois, la musique sert à ça. Moi, en tout cas, ça me rend heureux d'en faire. Ça, c'est tout. Jean-François, dans 5-10 ans, tu seras où? Que feras-tu? Bah, au home de vieillard de Genval? Non. Bah, s'il ne m'arrive pas, si je ne me fais pas écraser sur la rue, mais bon, il passe peu de bagnoles. On ne sait jamais, tout peut arriver, mais essayons d'être positifs. Mon illustre collègue et qui habitait pas très loin d'ici, Toots Thielemans, il a fait de la musique, je pense, jusque c'est de son dernier souffle, jusqu'à 94 ans. Je pense qu'il est mort à 94 ans, donc voilà. Pourquoi? Moi, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Je ne me vois pas tellement faire le jardin. J'ai des passions, mais le piano est une vraie passion. Donc je pense que je m'en passerai difficilement. Je continuerai à jouer. Moi, je vois des gars aussi, des gars comme Philippe Catherine qui ont 75 ans, qui attirent toujours le public. Je pense des gens comme qui j'arrête. Si je m'aperçois que j'emmerde le monde et que je fais des conneries, ben, j'essaierai d'arrêter et de trouver autre chose à faire. Mais tant qu'il y aura des gens comme toi qui viennent me trouver et me disent que ça leur plaît, le tout c'est de faire plaisir, de se faire plaisir à soi, mais de faire plaisir aux gens. Si je vais jouer et que les gens ont du plaisir dans la salle, ben, ça me rend heureux.